Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm li nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga mën. La prévu de procéder à un exercice qui a une portée pédagogique très importante. Malheureusement, qui n'est pas une pratique francophone. Je me suis exercé à une telle pratique plusieurs fois, mais jamais au Sénégal, chez moi. Peut-être on dit il n'est prophète chez soi. Je disais tout à l'heure au directeur général Camille, la dernière leadership talk que j'ai eu, c'était aux États-Unis, au sein des Nations Unies, avec des jeunes Américains, une cinquantaine, avec Mittal Père et le patron des hommes d'affaires brahmanistes. Et on s'est retrouvés pour que Mittal parle à des jeunes pour démontrer comment il a commencé, comment il a pu réussir de $19 par mois à bâtir un empire financier très important dans le monde. Parce que derrière l'évolution, ou ce que j'appelle le déroulement de la légende personnelle théorisée par Paulo Coelho, beaucoup de fantasmes, beaucoup de dires sans fondement, beaucoup de choses, et parfois même des étiquettes qui sont concoctées malicieusement sans jamais chercher à connaître l'autre. Ce que j'ai compris à travers ces exercices, c'est de dire à la personne, si vous avez pu réussir à percer dans la compétition si féroce, soit vous êtes très intelligent et méthodique, soit vous avez la baraka, donc trop chanceux, soit vous êtes assez roublard pour rouler tout le monde dans la farine. L'un comme l'autre, c'est un atout, positif ou négatif, qui vous a permis d'atteindre une finalité que beaucoup se fixent dans la vie, c'est-à-dire atteindre les sommets, s'imposer, diriger et pouvoir être le point d'attraction pour celui qui inspire. Fait confiance, admiration, parfois dépit et aversion. Le succès également a cette particularité de rassembler tout autour de quelqu'un. Mais les paradigmes parfois sont différents. Avant d'en venir sur le cas pratique. Vous allez aux États-Unis, Obama, qui est parti du néant, qui n'a jamais été ministre, jamais gouverneur, jamais DG, quelques années sénateur, de père d'origine africaine, qui n'a pas de grande réputation, dit j'ai l'ambition d'être président des États-Unis. Noir, dans une communauté à majorité blanche. Il réussit l'opération, mais personne ne lui reprochera d'avoir été avant-hier rien du tout pour devenir aujourd'hui quelque chose. Si le marchand d'eau du quartier s'exerce avec beaucoup de rigueur et devient demain un des plus grands fournisseurs d'eau au Sénégal, on dira toujours c'est malheureux. Et pourtant, on doit le célébrer. 10 000 fois plus que le fils d'eux ou le petit-fils d'eux. Pour ma part, j'ai choisi des individus partout. Pour me glorifier, pour une consolation personnelle, mais aussi pour un exercice pédagogique, de dire, comme le poète français le disait, j'ai décidé, dès le bas âge, à rendre illustre un nom qu'on m'a transmis sans gloire. Mon grand-père m'a rien légué. Mon père m'a rien légué. Dans les archives, leurs noms sont absents. Mais j'ai décidé, moi, de donner à mes futurs enfants, si je me gratifie, des pages entières remplies d'actions positives, patriotiques, utiles, par des conquêtes et par conviction. Comment y parvenir? Ce n'est pas à l'âge de 30 ans ou de 20 ans qu'on décidera de devenir quelque chose. Ce sera trop tard. Il faut très tôt découvrir, d'abord par l'environnement, social peut-être, positif ou négatif, par l'influence. Je pense qu'il faut dès le départ travailler à se découvrir sa mission. Sa mission. Et à partir de la découverte de la mission, construire une vision. Et maintenant, mener des actions. Toute ma vie a été structurée autour de ça. Croyez-moi, tout a démarré dans un cadre d'un environnement caractérisé par un dénuement total. D'ailleurs, sous peu, je vais sortir un livre sur ma vision de l'avenir et mes ambitions pour le Sénégal, dans lequel j'ai consacré une quarantaine de pages sur mon enfance, sur les péripéties de ma vie. Tout est parti d'un cadre où personne ne pouvait imaginer que c'était possible. Un enfant né dans un petit village qui, en 2012, n'a que 700 habitants. Il y a de cela 39 ans, en 1975. Donc, je dis bien, c'est peut-être un village de 100 personnes, ou une cinquantaine de personnes, dépourvues de tout.
sans école, ni carte de santé, mais venu au monde par le canal d'une maman de 15 ans, mon aîné. Donc, vous savez, l'Amélie Poula, c'est le mariage précoce. Une maman donnait un mariage à 14 ans, qui ouvrait au monde à 15 ans. Dans un village où il n'y avait qu'un puits de 40 mètres, des champs, aller ramasser le bois mort. Toutes les femmes étaient des tables et corvéables à merci, dans un dénuement total. Pas d'école, pas de porte de santé. C'est dans cet environnement hostile. 6 ans après, ben, qu'est-ce qui se passe? Les parents divorcent. La famille se disloque. L'enfant est tout petit, très frêle, très fragile. C'est un chamboulement total. Une famille qui ne fréquentait pas l'école. J'avais ni oncle, ni parents, ni proches, ni neveu, ni cousin qui a fait l'école sénégalaise. Personne ne pouvait écrire ou lire. Même l'école arabe ne les intéressait pas ces gens. C'est le parc pur des hasards parce que mon histoire, moi, est également un dosage de réalisme, de réalité, de légende, mais aussi de mystique en même temps. Je vais vous décevoir. Parce que j'ai demandé à mes parents, comment vous avez imaginé m'amener à l'école? C'est bizarre tout de même. Maman était trop jeune, pas trop consciente pour avoir cette idée d'amener son enfant à l'école. Pourquoi? Elle m'a dit, vous étiez gravement malade. On pensait que vous allez mourir. Et c'était la 3e fois, et on avait peu d'espoir. On t'a amené chez un vieux CRR, là, qui habite un village qu'on appelle Kawil, vers le croisement en allant en Gambie. Et les vieux a dit, ah non, on va amener un enfant dont on entendra beaucoup parler du nom qui ira très loin. Amenez-la à l'école. Si vous l'amenez à l'école, il atteindra tous les sons. Et à la grand-mère, toi qui soucies de cet enfant-là, tu n'auras pas la chance d'être présente à cette école. Amenez l'enfant à l'école. Ben, c'est comme ça. Et l'enfant aussi, il paraît, chaque petit matin, aller à l'école Rodé, vous ne voulez pas le prendre. Finalement, c'est après les vacances de Noël qu'on va inscrire. Aussi, dans un village qu'on appelle Sikatroum, vers Nofa. OCI, en son temps, c'est une unique composition. Et le dernier inscrit a rappelé l'unique mise de l'année en se classant première de la classe. C'est parti. Mais quand on parle, il faut donner des preuves. Celui qui était deuxième de la classe est devenu maintenant un inspecteur du Trésor. Celui qui était troisième de la classe est devenu un commissaire de police. Ils sont là vivants, des jeunes comme moi. Eh bien, le vieil est venu pour dire non, mon fils ne doit pas aller à l'école. L'école, c'est vraiment pour acculturer les gens. Ils m'en sortent. Je me ramène au village. Ben, dans le village où il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, j'étais seul, tout petit. Ben, finalement, à l'entrée des classes, octobre, novembre, je ne suis pas à l'école. La maman revient à la charge, assistée par mon instituteur de CI qui s'appelle Hussein Ndiaye, qui est en Dauphin, parce que quand vous racontez des histoires comme ça, il faut donner des noms et des lieux pour que les gens ne puissent pas imaginer que vous racontez des histoires. Pour vous faire une histoire personnelle qui force l'admiration de façon indue. Moi, j'aime bien parler en prouvant ce que je fais. Mais ils ont même joué à faire peur aux vieux pour dire que non, quand un enfant est inscrit à l'école, il devient l'enfant des Touba, qui veille sur lui et vous n'avez plus tous les droits sur lui, donc il doit rester à l'école. Il a collaboré, m'a amené à Café. Ben, j'ai fait là-bas 2 mois, à l'école Tagoul Balindao. 2 mois, 1 mois, et les vacances de Noël, finalement, on n'a pas voulu me laisser repartir à Café. Ben, la maman revient à la charge. Je m'inscris dans l'école du village d'à côté, qui était à 3 km de mon village. Il fallait donc le matin se lever à 6 h du matin, marcher 3 km. Faire 3 km, passer la journée là-bas, parce qu'on travaille pour 8 h midi, 15 h, 17 h. Revenir le soir, soit vous déjeunez, soit vous ne déjeunez pas. J'ai fait ce projet pendant pour le CP, le C1, le C2 et le CM1. Ce village s'appelle Segregatal. J'ai fait là-bas 4 ans, j'ai été 12 fois premier. Les artistes sont là. Chaque année, j'étais 3 fois premier, et de loin du deuxième père. CM2, ben, le père décide encore qu'on aille à l'école parce que ça, franchement, ça me parle. Ça rapporte. On revient à la charge, on m'amène dans un autre village qui se trouve de l'autre côté de Kaffrine, qu'on appelle Afetidian. C'est de ce village d'ailleurs que mon destin pour faire des études anglaises est parti. Là-bas aussi, j'étais un garçon brillant. J'étais 2 fois premier, 1 fois deuxième, parce que j'ai raté une matière. Puisque j'avais de très belles écritures.
Jusqu'à présent, même, je m'en glorifie. J'étais comme un instituteur, sans tâche ni rature. Il y avait les qu'on appelle encore, les volontaires des corps de la paix américains. L'épiscope d'une famille Swartz qui était venue de Hartford dans le Connecticut, qui habitait dans notre maison, c'est-à-dire la maison du chef de village. J'étais avec eux, puisque j'étais un des meilleurs élèves de l'école de la paix. On était très liés. Et j'ai commencé à parler avec eux, à étudier un peu la langue anglaise. Et ils m'ont fait des livres, ils m'ont fait des choses. C'est comme ça que c'est parti mon goût pour la langue anglaise, déjà en classe de CM2. Donc j'ai obtenu, bien entendu, mon certificat d'études et mon CEP. L'institut qui m'a formé est toujours encore vivant. Il était de l'éducation, il s'appelle M. Ibou Charles. Et là, cap sur café. C'était une ville pour moi, parce que moi je suis villageois. On n'avait pas de parents, on n'avait pas de maison d'accueil. C'était en 88, l'année blanche. J'ai fait en vérité que la 6e à Cabrine, parce qu'en une année, on m'a chassé 3 fois de domicile d'accueil. Simplement, je me rappelle la première fois on était en pleine composition, une vieille dame est venue. Bref, en pleine composition, nous chassions tous, on était 3 enfants venus du village pour dire qu'elle a la marre de prendre en charge des enfants. Donc 3 fois, 4 fois dans l'année. Et croyez-moi, j'ai été même viré d'une maison en tant qu'élève de 6e parce que le vieux, il paraît que sa 3e femme, une jeune, s'occupait trop de moi. En 6e année. Trop attentionné. Parce qu'au mois de Ramadan, j'étais le seul jeune qui gênait dans la maison, on s'occupait trop de moi. Comment virer après, j'ai appris c'était pour ça. Donc j'ai quitté pour le débarquer à Kaolak. Faute de tuteur à café. À Kaolak, je n'avais pas de maison d'accueil. Je n'avais pas de parents pour m'accueillir là-bas. C'est un taximan qui était originaire de nos villages qui m'a reçu, mais c'était un environnement qui n'était pas favorable à l'école. J'ai fait quelques 2 mois, j'ai dit, ce n'est pas bien. C'était au CN Kaznak de Kaolak. J'ai décidé avec mes parents d'aller louer une petite chambrette à Boustan, avec mon matelas. En classe de 5e déjà, j'étais très jeune, mais j'ai pu quand même réussir à être le premier de la classe de 5e et le premier de l'ensemble des classes de 5e. C'est Moustapha Ndiaye de Kaolak, vous pouvez vérifier, et être premier en anglais, en sciences naturelles, en musique, en français et en histoire. Je suis parti voir. C'est là où maintenant le désir de leadership, renforcé par un esprit de révolte d'un enfant né et qui compte à grandir dans un environnement hostile à tout point de vue, avec l'idée selon laquelle, quand nous serons grands, les fils des nantis nous dirigeront. Je me suis rebellé très tôt pour dire que j'en ferai pas partie. Je suis parti voir le principal, qui s'appelait Mamadou Moustapha Tal, du CN Moustapha Ndiaye de Kaznak, sur la route nationale, pour lui demander d'afficher la liste des meilleurs élèves après les compositions. Il était très surpris. Pourquoi je suis venu demander qu'on affiche? Parce que je voulais être le président du foyer. Mon premier poste important. Et le président du foyer était en classe de 3e, et j'étais en classe de 5e, et je visais ça l'année suivante. Puisque j'étais un nouveau venu, on ne me connaissait pas, il fallait que je fasse quelque chose pour être connu. C'était un collège d'excellence. La meilleure voie, c'était d'être le premier, et de me demander qu'on affiche les meilleurs, et je suis sûr que c'était que j'allais être le premier. Et devenir ce qu'on appelle en anglais le talk of the town. Ils ont résisté. Je suis revenu à la charge. Ils ont joué le jeu. C'est que j'avais dit au principal, faites ce que je veux, car un jour je serai honoré de vous rappeler que j'ai été élève de ce collège. Ça, c'est un cas de 5e. Donc, dès le départ, j'ai su ce que je voulais. Bref, quand je demandais, on a affiché. Donc, la publicité, c'est bien réalisé pour moi. Et en 4e, je suis venu, je suis candidat, j'ai gagné, je suis devenu président du foyer. En 3e, je suis réélu. Mais j'ai cessé d'être premier de la classe. Parce qu'un instituteur qui était détaché au lycée, qui était un professeur de mathématiques, qui s'appelait Amarli, qui était devenu par la suite chef de ministre dans le faille de sport. J'étais toujours le meilleur en anglais, en histoire, en français. Et en mathématiques, j'avais un concurrent qui s'appelait Mamorlou, qui est devenu maintenant, qui a fait la fac des sciences. Lui, il avait souvent 20 ou 19, moi j'ai 18 ou 17. Et je rate un lundi pour avoir été au village. Et le professeur est venu pour donner un devoir surprise sur les identités remarquables. J'oubliais, j'avais ça.
Je leur demande simplement d'écrire les 3 identités remarquables. C'est ça le devoir. Moi, je n'ai pas encore recopié la leçon. Je dis, monsieur, ce n'est pas possible. Moi, j'étais absent, on n'a pas dit, les autres, ça ont tort. Je pense qu'il blague, il ne blague pas. Je donne ma feuille blanche, il va donner 0. J'ai fait mes calculs, je me suis rendu compte que pour cette fois-ci, la place qui m'intéressait, être premier de la classe, c'est foutu. Car même si j'ai 18, 17, plus 0, on divise, ma montre prendra le large. Je lui ai dit, pour le reste de ma vie, les mathématiques, je les boycotterai. C'est là où vous aidez ma rupture avec les mathématiques. Au baccalauréat, j'ai raté la manche de quel point parce que j'ai donné presque une feuille blanche en donnant simplement domaine de définition. Parce que dans l'épreuve de bac, le domaine de définition, j'ai rempli ça, je suis parti. Puis là, bizarrement, ça devait me donner 0,5, j'ai eu 4 en mathématiques. Mais le bac, pour moi, c'était mon honneur. Quand on faisait le bac, je ne révisais pas, j'ai dit aux gens, on va jouer le bac. Je me dis comment? Non. S'il y a un seul dans l'école qui a le bac, je vais le bac, moi. Parce qu'il y avait des anticipés en français, en première. J'ai eu 15 et 15. Donc j'ai 5 fois 5, c'est 25 points de réserve. J'ai dit en anglais, c'est coefficient 5. Quel que soit l'épreuve, j'aurai 18. Donc si j'ai pas pour 2 ou 3, j'ai mon bac pour moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Même malade, j'ai besoin de mon bac. Donc, pour dire qu'il faut dès le départ avoir ce qu'on appelle du culot. Ne pas se faire impressionner et raisonner comme les Igbo le disent, when a man says yes, his key says yes. Quand vous dites oui, votre Dieu personnel acquiesce. C'est pour cela que mes instituteurs d'ailleurs qui m'ont formé, et beaucoup de mes professeurs, avaient décidé de faire un livre. Je dis non, attendez, quand formellement j'étais candidat à la présidentielle, vous faites un livre témoignage sur mon parcours, et les gens sauront que c'est en train de CM1 que j'ai écrit la première fois dans une rédaction, quand on nous demandait qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand, ma rédaction portait sur mon ambition de devenir président du Sénégal. J'ai dit président du Sénégal aussi. Mais quand je suis devenu grand, maintenant j'ai l'ambition d'être président de la République. Parce que je ne connaissais pas la République. C'est pour vous dire, dès que vous donnez une mission, donc le reste de votre vie est structuré autour de ça, si vous y croyez fondamentalement. C'est ce qui a fait que je dis souvent aux jeunes, pendant tout ce combat-là, pendant tout ce parcours, je n'ai occupé dans ma vie que 2 postes. Dans chaque organisation que je fréquente, le premier poste que j'occupe, c'est relations extérieures. L'année suivante, quel que soit le patron, qu'il sache que s'il ne me cède pas la place, il est mon concurrent, je prendrai sa place. La première place. Ça, après le collège, je suis parti au lycée Waldio Ndiaye. C'est important de reconnaître ces détails-là. Waldio Ndiaye, c'était le gouverneur Bokar Diallo qui était à Kaolack. Guiram Sarr Ndiaye qui était par la suite commissaire de Dakar et le commissaire de Kaolack dans son temps, en de Kaolack. Et un homme qui s'appelle Brice Colès, qui était le neveu du gouverneur, qui habitait à la gouvernance, qui était le président du foyer du lycée Waldio Ndiaye. Je suis arrivé en seconde, j'ai demandé d'intégrer le comité de lutte en tant que chargé de relations extérieures. Lycée Waldio, le plus grand lycée après Imam Moulay. Ben, c'était pour préparer le poste de président de la suivante. Mais on m'a dit que non, la présidente devait devenir au terminal parce qu'ils sont plus respectés. Je dis non, il faut qu'on change. Désormais, l'élève terminal, il a son bac, il peut être enclin à détourner nos fonds, donc on ne pourra rien mettre sur lui. Il faut mettre quelqu'un qui reste là. En début d'année, j'ai demandé à tous les délégués de seconde et de première, autour de moi, pour qu'on prépare les élections du foyer. C'est très important pour nous. J'ai incité nos amis à demander des assemblées générales pour les clubs de philo, d'anglais, de studio, et pour qu'ils prennent les clubs. Et j'ai créé ce qu'on appelle la fronde des élèves de première et de seconde contre les élèves de terminale. Et nous devons une majorité mécanique systématiquement qui doit profiter à quelqu'un, et je voulais excéder. C'est parti ici. Le censeur d'alors, qui est un homme très religieux, il trouvait que j'étais très insoumis, il ne voulait pas que je sois le président. Je n'étais pas délégué de classe, parce que pour moi, délégué de classe, ça ne m'intéressait pas. En oubliant que pour être délégué aux élections, il faut être délégué de classe, ou président de club. Moi, c'est le lycée qui m'intéressait, donc je mettais le prendre ces postes-là, intermédiaires nécessaires. Et puisque je n'étais pas encore trop connu, l'année d'avant, moi, je vous dirais ma stratégie. Il faut d'abord se reconnaître, est-ce que la discussion et le débat, en bien comme en mal,
et après maintenant influencer positivement et chercher la majorité à se abandonner. J'étais en son temps un Rastaman qui habitait Boustan et j'ai demandé la célébration du 11 mai au lycée Waljojo. Le 11 mai. Le censeur qui était un Ibad n'en voulait pas. Il dit qu'il fallait célébrer les marabouts et non pas un tribunal de chambre. Le tribunal de chambre indien, c'est l'esprit de Bob Marley. Il n'a pas voulu autoriser ça. J'ai demandé qu'on libère l'école, qu'on en fasse une journée, un jour férié pour célébrer Bob Marley. C'était trop demandé tout de même. Ils n'ont pas voulu. Ben, j'ai créé un comité, on a sorti tous les élèves. J'ai animé une conférence publique sur l'histoire du mouvement Rasta. Jusqu'à présent, le texte est disponible. Moi, j'assure tout. Cela m'a valu la convocation du conseil de discipline, mais l'objectif était atteint. Celui qui a osé sortir tout le lycée, célébrer Bob Marley, afficher tout le lycée avec des couleurs vert, jaune, rouge, c'est qui ce monsieur-là? C'est un petit villageois, Youssou qui est là. Et maintenant, en première, comme je vous ai dit, en terminale, on s'est organisé comme ça, on a bâti des coalitions. Il y avait une dizaine de candidats. J'ai pris l'initiative d'inviter tous les candidats de seconde et de première, à l'exclusion des élèves de terminale, à une réunion de concertation. On a fait comme une salle comme ça. J'ai fait une petite table et une chaise. Tout le monde est venu, chacun s'est installé. Personne n'a pu imaginer ce soir-là parce qu'on ne savait pas c'est qui pour qui. Quand je suis arrivé, tout le monde est installé, je me suis installé. Quelques amis sont levés pour dire que non. C'est une réunion de concertation. Pourquoi vous venez pour avoir une chaise en face de tout le monde, vous n'êtes pas le président? J'ai dit non. Je vous ai appelé pour qu'on s'entende sur comment construire le futur bureau à partir des multiples candidats autour de la présidence que je vais incarner. Une partie de la salle a quitté la salle. Je n'ai pas décidé. C'est une façon pour moi de vous offrir une base de débat. Donc, ceux-là qui veulent être présidents comme moi, ils peuvent venir ici me rejoindre et on va discuter. À l'arrivée, personne ne m'a rejoint. On s'est entendu au moins sur la candidature. Et on a fait le bureau. On a fait un excellent bilan. Vous voyez les journées de concertation du lycée, j'ai invité ensemble, déjà élèves, la rue de Waljojo, Maître Guédel Ndiaye et son fils, j'ai invité Momar Ndao, Ascosen qui était là-bas, l'ancien DG de Sénélec, j'ai invité tous les politiciens autour d'un financement pour le lycée. Les gens ont fait une compétition, j'ai vu les archives, certains ont été des chèques de 100 000, d'autres de 50 000, d'autres des promesses non tenues, mais le foyer a capté beaucoup d'argent. J'ai obtenu des bourses scolaires pour les élèves parce que mon instituteur de CM2 est entre-temps devenu le chef du bureau des bourses scolaires et des cantines pour le ministère de l'Éducation. Cela m'a aidé à gérer un peu certaines personnes. Et enfin, nous avons convoqué une rencontre des présidents des lycées, des grands lycées du Sénégal à Kaolack, pour qu'on crée l'ossature d'un futur mouvement national des élèves du Sénégal qui coordonne son action et sa lutte. Ça, j'avais déjà l'ambition maintenant d'avoir une envergure nationale. C'est là où j'ai côtoyé pour la première fois une délégation de la CED de Dakar, dirigée en son par Modou Diagne Fada, Biram Ndiaye, qui est devenu par la suite patron des directeurs de la formation nationale d'approvisionnement, Ousmane Diouf, qui sont venus pour un appui des lycéens à la grève de 1994. Ils sont partis, ils ont coordonné notre combat. Et on a fait une grève très violente, mais qui n'était pas influencé par ça. Le trio qui dirigeait cette grève, c'était Youssou, Papi Senghor, qui est actuellement le directeur de la Banque islamique à Hambourg, et Amadou Diallo, qui est un des hauts cadres universitaires du Parti socialiste, qui est prof à l'université, au département de Moulin, avec un autre groupe. Et la guerre a été tellement violente qu'on cherchait les responsables partout. Ils n'ont pas pu mettre la main sur nous, ils ont arrêté une trentaine d'élèves qui rentraient par les cases. Et je crois qu'il est venu pour dire qu'il faut qu'on aille libérer de force les élèves en se rendant nos dirigeants qu'on cherchait. On s'est entendu. Beaucoup sont encore là, hein, d'autres autorités, mais ils ont fui. On a sorti toute la foule, on a attaqué la police de Norom. C'est Guiran Sadio qui est le commissaire central. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le vérifier. Et c'est une grande violence. Par la suite, on est venu les mains dans l'air, on s'est rendu pour qu'on libère les élèves aux arrêts. Ce sont les premiers, le traitement qu'on nous a infligé était dur, humiliant. Mais j'étais content des années par la suite. Quand je suis devenu ministre de l'État à l'intérieur,
Le commissaire d'alors est devenu par la suite le directeur des services d'inspection de police. Quand je venais à la réunion de coordination, de réunion de sécurité à l'intérieur, on se trouvait, il m'a fait le salut. En disant au ministre d'État, Cheikh Yansi, ce ministre mérite mon salut. C'est un guerrier, un homme de principe et de valeur. Il a rappelé l'histoire, j'en étais flatté. C'est ça aussi, ce que j'appelle la loyauté. Quand on parle de loyauté, on pense à la loyauté du subalterne vis-à-vis du chef. Le chef doit être loyal au subalterne, car il le sort. C'est pour cela qu'on dit souvent aux jeunes, quand quelqu'un vous sort dans la rue, il faut qu'il soit devant. Sinon, on n'acceptera pas d'exécuter ces mots. C'est dit inacceptable. Donc, c'est pour vous dire toujours, dans mon évolution, j'ai l'ambition. Moi, je la décline clairement. Hein. Je ne suis pas de cet esprit très traditionnel africain du genre, j'y crois pas. Les gens cachent leurs ambitions. Moi, j'annonce la couleur. 2000, quand on est arrivé au pouvoir, j'ai dit, moi, je vais être ministre. Étudiants, les gens disent que ce garçon, il est malade. Non, j'ai dit, moi, je vais être ministre. Il faut être conseiller de ministre ou attaché de au chef de cabinet. C'est ça mon ambition. J'annonce les couleurs pour que, qu'on prenne pour un prétentieux, pour un ambitieux, pour quelqu'un de je ne sais quoi, mais je suis sur ça. J'ai mis les pieds pour la première fois à Dakar en 1995, après mon baccalauréat. Je ne connaissais pas Dakar. J'étais un rural, un cocon. C'est quand j'ai eu mon bac, il y a une seule université, Dakar et Saint-Louis, que je suis venu à Dakar pour voir est-ce que je suis orienté ou pas. Je n'avais pas mes 15 000 francs. C'est pour ça qu'on a voulu augmenter les frais d'inscription du j'ai dit il faut qu'on soit raisonnable aussi. Nous tous, quand on débarque à Dakar, personne parmi nous, Aliou Sow, l'actuel chef de l'État, personne n'avait été venu à Dakar avec 20 000 francs. C'est ça la vérité. J'ai peu d'argent. J'ai vu l'orientation, parce que nous étions la génération cobaye pour la sélection après le bac. J'ai croisé à l'orientation un Camerounais avec qui j'ai échangé. Je lui ai dit, écoute, monsieur, moi je dois devenir étudiant, je ne sais pas où habiter. Et lui aussi devait chercher où loger, il était logé par des amis, le temps de trouver on va s'entendre, on va aller chercher un logement quelque part, avant que je rentre. Le premier espace où j'ai habité dans ce pays, dans cette capitale, quand vous allez à la Gueule Tapée, vers le canal, il y a le bâtiment qu'on appelle GT5. La chambre numéro 1, là où vous étiez comme là. C'était ma chambre avec un Camerounais qu'on appelle Jacques Molina. C'est là où j'ai fait la première fois. Et ben, quand j'ai pris l'argent, il n'y avait rien. On n'avait pas d'argent, il fallait payer la caution, payer toutes ces questions-là. On n'avait rien. Mais il n'y avait pas de portable. Mon père n'avait pas ça, ma mère n'avait pas ça. Et puis je suis un homme audacieux. Je prends l'engagement qu'on va régler cette affaire. J'écris. Mais en allant avec le ministère de l'Éducation, je croise quelqu'un qui aussi me cherchait depuis longtemps, de mes anciens profs qui revenaient des États-Unis. Il m'a donné un montant que je ne l'ai pas demandé, qui pouvait régler tous mes problèmes, tous mes engagements. Et après, j'en ai pour devenir financier. Quand je suis allé à la fac, mes amis, les élèves m'ont dit que non, c'est pas la peine, là-bas tout le monde cartouche. Moi, je cartouche pas. Moi, j'ai en sorti avec le doctorat. J'ai en sorti avec le doctorat, je ne veux pas d'autre job. Les volontaires, j'ai dit non. Prof du collège, j'ai dit non. Prof du lycée, j'ai dit non. Première année, on était 3500 étudiants. On est arrivé en première année, en session de juin. Il y a eu, je pense, que sur moins de 400 qui ont été admis. J'en faisais partie et j'ai versé le saut de larmes. Les gens étaient étonnés. Quelqu'un qui réussit, qui pleure. C'est une des rares fois qu'on m'avait pleuré. Parce qu'on m'avait dit, dès l'arrivée, pour aller au doctorat, il faut avoir 2 mentions. Et j'avais passable, même si j'ai été admis en juin. J'ai raté la mention. On m'a dit, mais toi, tu es en première année qui parle de doctorat, tu as combien d'années encore à faire? Je me suis dit, c'est vrai, je dois avoir d'autres mentions pour pouvoir m'inscrire en 3e cycle. Donc cela veut dire simplement, dès la première année, j'ai visé le doctorat. J'ai compris dès le départ, si j'ai ambition supérieure, il faut que dans mes choix professionnels, que je fasse des options qui ne vont pas m'incommoder dans l'avenir. Avec cette ambition, même si très tôt, immédiatement après la maîtrise, je suis entré au Parlement, je n'ai pas renoncé à poursuivre mes études. Pourquoi? Vous savez, on nous disait au village, si vous levez le matin pour aller en brousse, vous ramasser chercher du fagot de bois mort pour la maison, et en cours de route, vous tombez sur un paquet de 2 millions, et vous rentrez à la maison, on doit vous chicoter. Car vous ne connaissez pas c'est quoi une mission, c'est quoi l'objectif. Vous n'étiez pas parti pour 1 million, vous étiez parti pour un fagot de bois mort. Mettez votre argent dans votre poche si vous voulez,
mais continuez à chercher votre favori de bois, moi, et rentrez avec votre favori. J'étais venu à Dakar pour des études, pour des diplômes, rentrer, montrer à mon père et à ma mère, qui m'avait dit en son temps en Poulard, Djangouha Diwa Senghor Toto, aller au-delà de Senghor. C'est comme ça qu'on parlait au village. Même la politique, je vous dirais, comment j'ai choisi. Moi, j'étais hostile à la politique. Je ne croyais pas trop. Donc, je n'aimais pas l'exécution de mon ordre. Mais, j'ai choisi, j'ai fait la politique en intégrant le PDS sur cette base. J'étais enfant, on nous disait, Abdoulaye Wade, c'est le plus diplômé du Sénégal. Il est tellement savant qu'il change de couleur. Parfois, il est rouge, il est noir. C'est ce qu'on nous disait au village. C'est vrai ou faux, je ne sais pas. Donc, naturellement, mon modèle identificatoire sur le plan intellectuel, c'était lui. Donc, c'est l'intellectuel Wade qui va attirer, pas le politique. L'intellectuel, le concepteur, l'agitateur d'idées, celui qui va venir aux Nations Unies ou bien à l'Union africaine, mais venir ravir la vedette à tout le monde par des propositions extraordinaires qu'on partage ou qu'on rejette, ce côté de l'homme me charme. Comme je vous ai dit, mon leader politique, c'est sa dimension intellectuelle qui m'intéressait. J'ai voulu ressembler autant que faire se peut. Ce qui a fait qu'après la licence, j'ai fait le concours du CESTI. C'est pour ça que quand les gens disent il a commencé son job, comme premier job, c'est député au ministre. Mais c'est vraiment une légende. Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je suis né en 1975. J'ai eu mon bac, mon BFM, mon tout. Je suis allé à l'université, je n'ai jamais redoublé. J'ai fait 4 ans, j'ai eu ma maîtrise. Il a mis très bien. La licence, j'étais major. Après, j'ai fait le DEA, j'ai eu très bien. J'ai fait le concours du CESTI. On était combien de candidats? Plus de 400 candidats. Tous les gens qui parlent, ils ont fait le concours niveau bac. Le niveau licence maîtrise, grâce à cela qu'ils faisaient. Car on prenait par promotion 2 ou 4 au maximum. Et j'ai choisi cette voie-là. Pour moi, le dirigeant doit toujours choisir la voie la plus difficile, la plus simple. J'étais admis et j'ai intégré le CESTI. J'avais une double inscription. Chaque année, j'étais à la fac et j'étais au CESTI en même temps. Président de l'école de la fac des lettres et représentant des étudiants du CESTI à l'Université de Dakar. Et je travaillais comme ça. Quand je suis arrivé au CESTI, les gens se demandaient est-ce que je veux devenir journaliste? Non, ce n'est pas mon ambition. En cours de diction avec Lucien Lemoine, il m'a dit toi, il faudra un bon journaliste de télé. Je dis oui, j'ai fait télé. J'ai fait journaliste économique et télé. Mais pour ma culture générale, je n'ai pas l'ambition, monsieur, de devenir journaliste de télé. Je n'ai pas l'ambition d'être un bon individu. J'ai l'ambition d'apprendre ici les techniques et les méthodes de pouvoir donner d'excellents interviews. Toute ma promotion était choquée. Ils ont dit ce garçon à la brosse. Mais en vérité, j'étais au CESTI pour ça. J'étais au CESTI pour apprendre à connaître l'environnement psychosociologique des médias, des journalistes et de la communication. J'ai voulu comprendre comment ça marche dans un monde où, en vérité, mais malheureusement, le paraître se confond parfois à l'être. Je n'ai jamais fait de démenti. Je ne fais pas de démenti, moi. Je ne fais pas de précision. Je ne porte pas plainte. Je n'attaque pas un procès contre un journaliste et je ne le ferai pas. Quel que soit ce qu'on fait. Car j'ai compris comment ça se fait. Ce qui peut être derrière. Je les ai pu montrer après la RTS pour demander pourquoi on n'a pas sorti mon élément, pourquoi. À la fois, je voyais des collègues appeler la RTS, se plaindre. Non, on a fait une tournée de 4 jours, on a sorti ça à la télévision en 1 minute 30, même pas 2 minutes. Je dis non. Le reportage de télé, c'est 1 minute 30 secondes. Il ne le sait pas, c'est pour ça qu'il s'en plaint. Lui, ce qui est important pour lui n'est pas forcément ce qui est important pour l'autre. Cela me permet aujourd'hui, parfois, quand s'il y avait des journalistes ici devant moi, je parle, je termine, je quitte, je vous dirai demain, voilà l'extrait qu'ils prendront, voilà le titre, voilà le sous-titre, parce que moi, je le titre, le sous-titre. Je sais ce qui les intéresse. Si vous parlez d'emploi des jeunes, et dites simplement aux gens, en matière de jeunesse, les dirigeants de l'Afrique ont trahi la jeunesse de l'Afrique. Ça, c'est une phrase grave, intelligente. Tout le monde vous écoutera. Vous allez capter parce que vous allez accuser les gens de trahison. Pourquoi je parle de trahison? Peut-être le mot est de trop. Parce que simplement, ils ne se rendent pas compte que la solution à tous nos problèmes, c'est la jeunesse. Et malheureusement, ils perçoivent cette jeunesse comme un problème. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la trahison. Vous ajoutez encore une autre
touche à ça. Mais pour moi, il y a une solution très simple pourtant. On va dire, ah bon, malgré tout ce qu'il a dit, il y a une solution trop simple. On va t'écouter. Finalement, tu mets tout le monde dans une posture d'ensorceler qui te suit. Mais ça, il faut l'apprendre pour savoir le faire. Il faut l'apprendre pour savoir le faire. Donc, comme j'ai dit, il faut découvrir sa mission très tôt, définir la vision et immédiatement mener les actions. Mais aussi adopter le comportement sans accepter de se donner une représentation que l'autre se fait de vous subjectivement parce qu'il vous admire, gratuitement ou il vous abhorre sans raison. Chacun sait ce que nous valons. C'est dans ce cadre-là, en tant que président amical des étudiants, qui avait déjà été sélectionné par la Fondation Africa Leadership Forum. Africa Leadership Forum, c'est Obasanjo, ancien président, Ken Massiré, l'un des premiers présidents africains à avoir quitté librement le pouvoir pendant qu'il pouvait rester encore 10 ans ou 15 ans à l'image de Mandela, Ken Massiré de Botswana, grâce à Machel, Desmond Tutu, Machungo, l'ancien premier ministre de Mozambique, avait créé une fondation pour détecter des jeunes futurs leaders qu'ils vont former, encadrer et inculquer en ces derniers des valeurs de démocratie, de bonne gouvernance et de conquête. Mais des gens très complexes. Ils ont sélectionné une cinquantaine de jeunes, on a fait un séminaire résidentiel à Dakar dans un hôtel, la place, qui s'appelle Miramar. On était une cinquantaine de beaucoup de pays d'Afrique. Moi, chacun s'est comporté tel qu'il est. Mais je ne savais pas qu'à l'arrivée, il allait choisir 3 jeunes parmi les 50. Moi, jusqu'à présent, je me lève tout le matin, je viens, je suis premier dans la salle, ça part de retard, je joue le rapporteur ou président de séance, je fais le travail, j'écris, je soumets à tout le monde, le déjeuner on termine, après le dîner, je suis dans ma chambre, et pendant ce temps-là, les jeunes profitaient des pères de l'hôtel, ils allaient danser, ils faisaient la fête, ils avaient les filles. Moi, je n'avais pas la tête à ça. Ce comportement était hors pair par les autres. Et à la fin, ils ont choisi un Sénégalais, Aliou Sow, comme un jeune à suivre. C'est là où j'ai commencé mes voyages. Au Nigeria, au Bénin, au Togo. J'étais étudiant en deuxième ou troisième année. C'est là où j'ai eu mon premier million. Après une intervention au Bénin, Obasanjo a été facile, il m'a appelé, j'avais 22 ans, 23 ans. Il m'a demandé de poser beaucoup de questions, on a parlé en anglais. Ça l'a encore surpris davantage. Il a dit à son comptable de donner à ce garçon 1 million. Je suis revenu à la fac, à Dakar. C'était la rentrée universitaire, on nous a donné notre trousseau et notre rappel. J'ai eu presque 1,2 million francs pour l'étudiant. Et avec cet argent, j'ai créé une coalition pour être candidat pour la présidence de l'État de la France. C'est en l'époque où les portables là sortent, le téléphone portable. Les premiers portables au Sénégal, c'est 633, vérifiez bien, et 639. Et j'ai pris mon portable académique, 157 000 francs. C'est ce même numéro que j'ai jusqu'à présent. De 97 ans au jour, je n'ai jamais changé de mon téléphone. Et cette coalition, pour la bâtir, c'était à la veille des élections présidentielles de l'année de 2000. J'ai été agressé, vous avez tous trouvé là, agressé sauvagement par des étudiants de l'AJ, de l'URD et d'autres groupes. J'étais au canal, puis du canal, on m'a drainé jusqu'à la mer m'a pris là-bas. On m'a amené à CTO, j'étais évanoui. C'est ce même jour, le mois de Ramadan, que j'ai perdu mon père. Je n'avais pas de téléphone pour m'informer, j'ai appris la perte de mon père 2 mois après. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu son corps. C'est des années après que j'ai vu ça. Mais je dis qu'il faut avoir le sens du pardon en politique. Et vous savez, on peut se venger de façon responsable. Car pour moi, la grandeur ne s'accompagne pas de la vengeance. Il y a une vengeance pédagogique. J'ai dit ces gens qui m'ont blessé, qui ont versé mon sang, ils seront sous mes ordres, sans se rendre compte. J'ai dit que nous avons un adversaire commun, le président amical, qui était mon allié, qui était tout. Il fallait bâtir une coalition. Je parlais à tous ces gens-là qui m'ont blessé, qui ont versé mon sang. On a bâti une coalition sans parler du futur leader. On a bâti une campagne ensemble. On a gagné. Et cherche reste maintenant à choisir parmi nous. C'est une coalition, le futur leader. Et c'est là où j'ai fait usage d'un génie politique pour devenir président de l'amicale, représentant à l'Assemblée de fac, et former un bureau de coalition et réussir par la suite à rallier les amis des autres. Si vous avez l'ambition d'être dirigeant, demain, sachez que vous êtes à l'heure de l'Internet. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vous rattrapera demain
et pourra vous faire exploser en plein vol. Il y a de cela 1 an ou 2 ans, le plus populaire des ministres allemands, qui était ministre des Forces armées, on lui prédestinait de devenir chancelier, a été démis de ses fonctions, contraint de démissionner, humilié parce simplement des étudiants ont découvert qu'il avait plagié 47 pages dans sa thèse. On l'a retiré du docteur, on l'a fait contraint à démissionner, sa carrière est brisée parce simplement un comportement indigne d'un leader l'a rattrapé. Après lui, une autre dame, amie de la chancelière, ministre de l'enseignement scientifique et de la recherche. C'est 30 ans après qu'on a découvert aussi qu'elle a plagié, contraint à démissionner. Donc c'est pour vous dire tous ces petits détails. C'est pour ça, je ne me glorifie pas, le jeu est haïssable, j'en fais usage. J'ai toujours été dans un environnement très difficile, je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais mis mon pied dans une boîte de nuit à Dakar. Jamais. Jamais. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous montrer une photo d'Aliou Sow en caleçon, en short, poitrine, à la plage. Jamais. Un vieux nous disait, si vous voulez être un chef, le mot chef est dépassé, mais un leader, en famille, dans votre salon, dans la maison, dans le quartier, comportez-vous toujours de manière que vous ne soyez pas gêné par la révélation du comportement, de l'image ou du discours. C'est-à-dire, si vous voulez être président de la République, dans vos fréquentations, dans votre comportement, dans votre accoutrement, dans votre manière de faire, dans votre manière de traiter même le président, soyez président. Mais dites-vous aussi, tout acte que vous posez, vous rattrapez la tête. J'ai très tôt compris que, puisque nous sommes dans des sociétés où l'âge compte énormément, si on veut aller vite, plus dans les étapes, il faut aussi chercher ce qu'on appelle des éléments de compensation. De compensation. Par exemple, si demain, je suis candidat à la présidentielle, ben, quelqu'un peut être en train de dire que non, il est jeune, à 42 ans tout de même, quand même, les prophètes même, beaucoup avaient 40 ans. On n'est pas jeune. Mais si on vous compare aux autres, on peut dire que vous êtes jeune. Mais faites de sorte que cette jeunesse soit parée d'atouts tellement attrayants, respectables et dignes, de par le comportement, de par le parcours, de par le contenu que vous avez donné à ça. Au point que même l'adversaire peut dire, franchement, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne l'aime pas, mais il est bon, il est vrai. C'est dans ce cadre que j'ai voulu toujours être un homme de lecture. Je voyais que nos amis n'aimaient pas lire les adversaires. L'adversaire, il faut le lire. Celui qui vous critique, il faut le lire. Ce que vous voulez devenir, lisez ceux qui sont devenus cela. Si vous entrez dans votre personnel, il y a plus de 10 000 ouvrages, mais tous les présidents qui ont rampé, qui n'ont pas fait de coup d'État, qui sont partis du nerf, j'ai la compilation des livres sur le biographique ou l'autobiographie pour dire quelle voie ont emprunté, comment ils sont devenus présidents. Est-ce que c'est l'argent qui a joué? Est-ce que c'est la qui a joué? C'est la persévérance? C'est la détermination? C'est quoi? Et vous allez voir, c'est là où maintenant, chez nous, l'argent détruit avec presque tout détruit, y compris les valeurs sûres. Dans ce parcours, j'ai vécu toutes sortes de frustrations, toutes sortes de misères, toutes sortes de jugements malicieux, injustes. Mais j'ai toujours été celui qui reflète ses véritables convictions, des soumis qui ne font pas des choses qui ne sont pas conformes à la morale et à la décence. En dépit de mon attachement profond à la loyauté. Du parcours que je vous ai dit, donc nulle part la famille n'a joué un rôle. Nulle part l'amitié particulièrement n'a joué un rôle. C'est pour ça que je ne crois pas aux accointances familiales dans les promotions politiques. Et ça, je vous donne ma parole. Dans le livre que je sors, j'ai consacré un chapitre entier sur ma vision des relations entre la famille, la foi et la politique. Pourquoi je le dis? De tout ce parcours-là, nulle part un oncle, un cousin, un parent a joué un rôle. Nulle part.
Je dis souvent aux gens, moi je me veux enfant de la République, fils de la démocratie, et pas autre chose. C'est pour ça, pendant tout mon parcours, jamais dans mon cabinet, même un chauffeur a été apparenté à moi. Jamais. La seule fois qu'on a voulu parler de cette affaire, c'était mon ex-épouse, c'est un autre débat. Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm li nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga mën, mënuloo noppi. Malgré nos divergences, parce que nous en avons, nous avons eu des divergences, je sais, sérieuses dans la manière dont les affaires publiques ont été conduites pendant 12 ans, de 2000 à 2012. Mais malgré ces divergences, j'ai une grande estime, j'ai un grand respect, j'ai une grande admiration pour ce garçon. Parce que c'est un garçon qui a le courage de ses idées. C'est un garçon qui est ambitieux, qui a une ambition saine. Il sait ce qu'il veut et apparemment il sait également où il va. En particulier, c'est un garçon qui est assis sur de fortes convictions et sur une foi vigoureuse. Ça ne court pas les rues dans ce pays-là. Je méprise les transhumants. Je n'ai aucun respect pour eux. Ce garçon aurait pu rester ministre dans le gouvernement de Macky Sall. Mais il a choisi sa propre voie. Il n'a pas transhumé. En tout cas, merci Mme Diaz. Merci aussi pour non seulement vos contributions, vos témoignages, mais aussi vos suggestions et parfois vos critiques constructives. Malheureusement, au Sénégal, quand on lit la presse au quotidien, on pense que c'est un pays de vol, de viol, de pédophilie, de trucs contre nature, c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a des modèles qu'il faut valoriser, célébrer pour montrer aux autres que c'est possible. Vous verrez des étudiants parfois qui démissionnent, qui convainquent qu'ils doivent échouer parce que les conditions sont difficiles. Alors qu'on doit leur montrer ceux qui ont vécu pire, plus difficile et qui ont réussi. Quand je me suis rappelé que je n'ai pas pu étudier à Kaffrine parce qu'on m'a chassé plusieurs fois des maisons, j'ai dit, ma revanche, c'est de faire des choses que personne, aucun jeune n'a fait dans cette localité-là. C'est ça ma revanche. C'est celle qui m'a chassé la première, de la récupérer, la sauver, elle est morte dans les mains, dans les bras de ma dame, sans rien. J'ai organisé ses funérailles, on s'est revu, son départ après ces situations. Vous savez, la politique politicienne, elle est à bannir. Mais la politique de développement, on a besoin de ça. Les derniers moments, moi j'ai voulu cibler tous les cadres de la localité, les bons cadres, pour leur dire, agissons ensemble. Je ne voulais pas les enrôler dans un parti, mais je voulais que ces cadres-là fassent un bloc pour évincer intelligemment ces caciques politiciens qui ne vivent que de ça. Il y en a trop, hein? Des gens depuis 20 ans, 30 ans, ils sont les mêmes. L'idéalisme angélique est bien, mais le réalisme en politique s'impose. La politique, quand il s'agit de les postes dans la fonction publique, les emplois, c'est pour tous les citoyens. Les responsabilités, c'est pour vos hommes de confiance. C'est pour ça qu'il faut cultiver des hommes de confiance talentueux. Si Aliou Sow est le président de la République, ce n'est pas parce que Siré est directeur de CRM Centre, c'est parce que je l'ai suivi depuis très longtemps, je l'ai connu. C'est tout à fait normal parce que je le connais. Il y a plus de talent connu dans son domaine que je puisse penser à lui comme ministre de l'Emploi et du Travail, etc. On ne peut pas nommer des gens qu'on ne connaît pas. Ça aussi c'est important, car quand le président de la République est élu, il est l'unique responsable de la politique de la nation. Vous savez, en politique, c'est un monde difficile, hein, où si vous n'avez pas une solidité, parce que l'adversaire tapera là où ça va plus mal. Il va vous insulter, votre histoire, votre naissance, il va inventer, il va construire des choses. Et si vous êtes un réactionnaire, il vous donne chaque jour un exercice qui finalement va vous divertir et vous éloigner de l'objectif premier. C'est dans vos actions quotidiennes, il faut le comprendre. Si demain vous réussissez tout de suite, vous êtes une fille, sans être connu, on commencera à vous accuser d'être entrepreneur par un nom, d'être financé, d'avoir des relations pas normales avec votre chef. Si vous êtes un garçon, on dira que vous avez des réseaux de drogue, on risque de vous accuser d'homosexuel. Bon, je vous dis, on vous traitera même de franc-maçon si vous êtes indéboulonnable. Et enfin, quand il n'aura plus rien à dire,
ils vont dire qui c'est l'ami de Dieu. Et là, vous avez la paix. Vous avez la paix. Je n'imagine pas la possibilité d'un monde où tout le monde est heureux, tout le monde est riche, tout le monde a tout. J'imagine par contre un monde où les chances sont créées et mises sur le marché. Et il n'y a aucun obstacle pour personne. Tout le monde peut y accéder. L'injustice en Afrique, avant d'être étatique ou politique, est avant tout sociale et culturelle. C'est un continent, c'est le monde qui a créé les socles de l'injustice en son temps, en voulant réserver des positions de pouvoir à une catégorie, en excluant d'autres sur des bases ridicules, sans fondement réel. C'est avec la démocratie, avec l'école, qu'aujourd'hui, chacun peut avoir l'ambition. Ailleurs, quelqu'un dit je veux être maire ou PSR ou ces choses-là, on va dire non, on va reconnaître parce que je vous dis ça. Et cette dimension de la société sénégalaise, on doit la gérer intelligemment. Et cette catégorie exclue s'est focalisée sur la recherche de ressources, de compétences, de talents, en accumulant énormément, pendant que l'autre pensait que lui, il doit tout acquérir parce que quelqu'un a fait ce travail dans le temps pour lui. Il va se tourner sans socle, l'autre a tous les socles. Conséquent, on voit des changements et des inversions de rôle. Partout dans le monde, c'est le noir Obama qui dirige l'Amérique blanche, alors qu'il y a quelques décennies, il n'avait pas le droit de participer au vote, ses arrière-grands-parents n'avaient pas le droit. C'est Eva Morales, l'Indien, il y a ça simplement 20 ans, les Indiens n'avaient pas le droit d'avoir une carte électorale en Bolivie. Enfin, comme si, par enchantement, le monde commence à aimer ce qui réprouvait parce que c'est la démocratie, les droits de l'homme qui passent par là. Quand je devenais ministre, moi, en 2002, j'avais déjà ma maîtrise, mon DEA, mon diplôme supérieur en journalisme, mon diplôme universitaire en journalisme. Macky Sall, quand il est devenu président de la République, en 2012, il n'a qu'un diplôme d'ingénieur. Donc c'est grave, c'est-à-dire, le vieux qui a le BFM, il devient ministre, ce n'est pas un problème. Le jeune qui a un doctorat, qui a 27 ans, s'il devient ministre, c'est un problème. Ce complexe-là, vous devez le refuser. Quand on vous dit, vous êtes jeune, vous avez tout l'avenir devant vous, dites non, on meurt jeune. Lumumba est mort à 39 ans, Sankara à 39 ans, Che Guevara à 39 ans ou 38 ans. Tous les grands de ce monde sont morts jeunes. Il y a des destins météoriques, on fait tout, on réalise tout, on meurt vite, on part. Non, c'est absurde. Et d'ailleurs, pour servir sa nation, l'adolescence, on est inutile. La vieillesse, on est une charge. C'est quand on a 35 ans, 40 ans, 45 ans qu'on juge de toutes ses facultés, de sa vigueur, de son ambition de changer le monde. Et on vous dit, cette période-là, vous devez la consacrer à autre chose, mais c'est l'attente. Au nom de quoi? Refusez cela. Moi, je suis un homme pressé au sens positif du terme. En créant un ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, c'est une décision politique symbolique. Si le pays a un budget de 2500 milliards, vous avez un ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, avec un budget de 6 milliards, dont les 4 milliards sont destinés au fonctionnement. Les 2 milliards pour... non, même les 2 milliards inscrits en truc, si vous regardez réellement les investissements directs, ça ne dépasse pas le milliard. Tout le reste, c'est pour des salaires et le fonctionnement. Alors que la population a plus de 65% de moins de 35 ans. Et on met dans la tête des jeunes, dans l'esprit des Sénégalais, c'est ce ministère de la Jeunesse et de l'Emploi qui doit s'occuper de l'emploi. C'est une grande absurdité. Donc, ce ministère de la Jeunesse et de l'Emploi devait même avoir une vocation d'animation de la jeunesse, d'occupation positive de la jeunesse et d'orientation de la jeunesse. Et non pas de résolution des problèmes des jeunes parce qu'il n'a pas les moyens. L'emploi se trouve à l'agriculture. Il se trouve au niveau des industries, du ministère de l'Industrie. Il se trouve au niveau des mines. Il se trouve à la formation professionnelle. Il se trouve ailleurs. Il faut qu'un gouvernement vienne dire comment élaborer une approche qui mutualise l'ensemble de ses possibilités. De sorte que on décide même pour l'emploi, toutes les grandes transactions qui existent dans ce pays-là soient taxées au profit de la structure. Cela, pour moi, mérite même plus qu'un ministère.
comme les grandes agences de sécurité. Parce que l'emploi ne relève pas uniquement des questions économiques, mais aussi des questions sécuritaires. Pour moi, c'est le chef de l'État, chef suprême de tout, qui doit être en avant-poste de cette question-là. Le jour où on aura une agence unique ou un département ministériel important confié à un homme d'envergure et d'influence, avec un budget qui dépasse au moins les 100 ou les 200 milliards, et avec d'autres secteurs confiés à ce secteur-là, on comprendra que enfin il y a une grande mesure prise devant complémenter une articulation d'une politique. Moi, je travaille sur cette question-là pour dire que quand on parle de 500 000 emplois, c'est un slogan, mais ce n'est pas irréalisable. Si on fait la différence entre occupation positive et emploi, en montrant à tout le monde et que l'État comprenne que le gouvernement n'a pas vocation de donner des emplois, car les gens sont tombés dans le piège qu'un emploi, c'est être un salarié, chaque mois vous avez un salaire, mais quand même, nous sommes 13 millions de Sénégalais, publics et privés réunis, non pas 500 000 employés au Sénégal, alors que nous avons des centaines de milliers sur le marché de l'emploi chaque année. Pour ma part, la réponse qu'il faut, c'est là, je suis un libéral keynésien comme Watt. Dans un pays, si on veut faire travailler les gens, il faut lancer de grands chantiers, de grands travaux. Quand vous lancez de grands chantiers et de grands travaux, ce sera la fin de la thésaurisation bancaire. Les entreprises vont avoir des lettres de garantie, gagneront des marchés, les banques vont décaisser de l'argent pour ces entreprises-là, et les travaux vont être lancés partout dans le pays, pour même pharaoniques, qui vont moderniser, mais tout le monde s'y met, l'argent circule. Le jeune qui le matin n'a rien à faire, il peut se lever pour dire qu'aujourd'hui, je vais aller là-bas faire l'ouvrier et j'aurai 2000 francs dans la journée et je ne vais pas attendre la main pour avoir 1000 francs ou 500 francs. C'est ce qu'on appelle le plein emploi. C'est que celui qui se lève du matin au soir ne gagne pas 1000 francs ou 2000 francs, c'est parce qu'il s'est réchigné à faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'offre à lui qui lui permet de payer son thé, son café et le minimum qu'il lui faut. Et à partir de cette occupation positive, c'est à lui d'illustrer par son comportement, son sérieux, son aptitude, au point de séduire ses employeurs ou ses co-actionnaires, ceux avec qui il agit du moins, au point de pouvoir avancer. C'est-à-dire dire, c'est pas parce que j'ai une maîtrise ou une licence que je peux être un standardiste. Mais en tant que standardiste, avec mon diplôme, je peux être tellement sérieux et correct qu'on aura envie un jour de me confier le restaurant, me confier finalement la comptabilité et devenir par la suite, par expérience, à une promotion interne, maison, peut-être le directeur général ou les administrateurs de l'hôtel par exemple. C'est cet esprit que nous avons au Sénégal qui pose un problème réel à l'emploi. Les étudiants peuvent aller en France tout de suite, faire le vigile, faire le plongeur, aller en Corse travailler pour vivre là-bas, mais ils ne peuvent pas accepter une étudiante ici, aller dans un restaurant, serveuse, gagner 50 000 francs par mois, plus que sa bourse entière, parce que pour lui, c'est dégradant. Mais au nom de quoi? Mais c'est plus dégradant d'aller demander 1000 francs ou 500 francs. C'est plus dégradant d'aller se taper un mec riche qui vous offre 50 000 francs, moyennant quelques embrassades ou plus. C'est la vérité. Il faut qu'on mette ça dans la tête des jeunes, des uns et des autres. Il n'y a pas de métier plus avilissant que la main tendue. C'est mon point de vue. Maintenant, l'autre aspect, moi, ma vision de l'emploi. Peut-être que les gens pensent que j'ai un esprit militaire. Non. Le plein emploi, on peut le réussir en misant fondamentalement sur le patriotisme, le civisme et l'armée. Dans ce cadre-là, que moi, dans mon projet, j'ai préconisé ce qu'on appelle les auxiliaires militaires au développement, les AMD. À travers quoi? Le service civique national. Dans mon projet de société, il sera rattaché au ministère des Forces armées avec un grand ministère des Forces armées et du service civique national. Avec la construction de 5 centres régionaux, des pôles régionaux de civisme, où qu'est-ce qui va être fait? Tous les jeunes là, qui ne sont pas orientés, qui échouent, qui sont dans la rue, qui ont échoué au BFM, qui sont dans les petits métiers, qui ne gagnent pas grand-chose, on les recrute d'abord. Parce qu'il faut de la discipline dans ce pays-là et de la rigueur. Il faut prendre ce pays, il faut ce pays en main de maître. Il faut le dire. Ah non, que les gens soient calmes, que les gens soient disciplinés et corrects, et qu'ils sachent que certains comportements ne peuvent pas faire prospérer un pays. Et ça, l'esprit militaire. Pourquoi le jeune peut aller
pendant la période légale dans l'armée, aller en Casamance, combattre, moyennant presque 12 000 francs pendant 2 ans, il l'accepte sous la pluie, monte la garde, fait tout, et après, pour avoir un job qui évolue de 30 000, 40 000, 50 000, jusqu'à après un jour avoir 200 ou 500 000 francs quand il atteindra les grades supérieurs, et que l'autre jeune pense que lui, il ne doit pas faire autre chose. Avec ce service, avec ces AMD, le principe est le suivant. Vous prenez, par exemple, vous dites qu'on prend des milliards comme là-bas. Avec le système de sécurité, les approches sont souples. Vous prenez par chaque centre, vous mettez par exemple des milliers de jeunes ou des centaines de jeunes. Ils sont formés pendant 2 mois. Comment on fait avec les services civils nationaux? Avec le tenue, lever des drapeaux, lever le matin, discipline militaire, et après tous ces rigueurs et cette formation aux valeurs de la patrie, du civisme et de la citoyenneté, maintenant ils sont spécialisés par département. Moyennant des bourses, peut-être des trousseaux de 15 000 francs. Les ouvriers sont là, on fait des grandes fermes agricoles de plusieurs centaines d'hectares d'expérimentation. C'est-à-dire ça, c'est une branche pas militaire, mais plus carrément civile. Ils sont là-bas, ils exploitent les terres. De sorte que, même que ce soit le mil, que ce soit le riz, que ce soit le tout est exploité. Ça va influer sur la production nationale agricole, qui aura un impact sur le coût de la vie et non pas par des subventions, ce qui n'est pas viable. Et en plus de cela, maintenant, ces gens qui travaillent dans ces exploitations-là, au bout de 2 ans, moyennant la bourse du service civil national, 30 000 ou 50 000 francs, ils seront affectataires de parcelles qu'ils vont exploiter eux-mêmes et l'État sera presque leur partenaire en termes de consommation de ces produits-là, et pour eux-mêmes et pour l'armée. Ceux qui sont dans les métiers, ils seront formés, ils vont organiser des GIE tout autour, l'exploitation, l'entretien des routes, d'autres réalisations, beaucoup d'autres choses, ils le font. Mais tout ça passe par de grands chantiers et l'État encadre, forme, donne la valeur civile, la valeur citoyenne et civique, et après vous donne maintenant un accompagnement. L'étudiant chez moi, qui a une bourse jusqu'au Master 2, maintenant on a bancarisé le système étudiant. Mais quand l'étudiant a son Master 2, il se clochardise. Il n'a plus cette bourse, il n'a plus cette aide, il n'a plus rien, il a son diplôme, il doit chercher un emploi. Puisque tout est rompu, il n'a même pas 5 000 francs pour prendre le taxi ou se faire sa chemise pour aller déposer ou avoir un entretien correctement. Pour moi, il y a ce que j'appelle un fonds d'accompagnement à la recherche d'emploi. Parce que puisque tous les étudiants qui déposent l'attestation d'obtention de son Master 2 avec le système LMD, ça vous négociez avec la Banque mondiale, mais vous créditez son compte de 500 000 ou de 1 million, pour lui dire ça c'est un fonds d'accompagnement pour la recherche d'emploi. C'est à lui de voir comment faire ça. Moralement, c'est important, c'est motivant. On a élaboré des choses de ce genre, de sorte que tout va être orienté vers le privé, l'initiative privée, mais dans la rigueur et la discipline, le patriotisme, mais aussi et surtout la création de grands chantiers. Par exemple, aujourd'hui, si le président Sall décidait d'être le président de la voie ferrée, le président du tramway, vous imaginez combien de milliers de personnes qui travaillent? Il n'y aura plus de thésaurisation, l'argent va sortir. C'est là où d'ailleurs je vous dis. Et avec ça, ça peut même avoir un effet sur la corruption. Parce que ce qui tue l'économie du Sénégal, ce n'est pas la grande corruption, c'est la petite corruption. C'est ma théorie à moi. Il y a de la place pour l'épanouissement de tout chacun. Mais il faut de l'ambition et de la vision. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ce qu'on a vécu ces derniers temps-là, ce qui me choque, c'est quoi? On parle de détournement de milliards, mais en compte bancaire. C'est-à-dire, si quelqu'un avait détourné 10 milliards ou 20 milliards avec une exploitation agricole de 100 hectares dans le Wallon, ou 100 ou 400 jeunes travaillent, avec ouverture d'une industrie à Kaolack, où 200 jeunes travaillent, on découvre que tout l'argent détourné a servi à ça. Ça, on va voir comment faire, par exemple. Mais on prend 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards en compte dormant. Quand l'argent dort, l'argent tue. Wake up, stand up, Africa.